Le matin du 9 février 1943, un soldat du 161e régiment d'infanterie américain marchait vers le nord le long des côtes de Guadalcanal, près d'un lieu que les cartes appelaient le Cap Espérance, et s'arrêta au bord d'une position japonaise qui aurait dû être défendue et ne l'était pas. Il n'y avait pas de mitrailleuses en embuscade, pas de mortiers réglés sur le sentier, seulement des trous de combat, des dizaines d'entre eux creusés avec soin dans la terre volcanique et abandonnée. Et dans ces trous, les hommes qui les avaient creusés. Ils étaient encore à leur poste, leurs fusils à côté d'eux, mais ils n'étaient pas morts au combat. Ils n'étaient pas morts du tout de la façon à laquelle l'Américain s'attendait. Les corps n'avaient pas été déchirés par des obus ou des balles. Ils étaient simplement consumés, réduits à quelque chose qui ressemblait moins à des soldats qu'à l'idée de soldats. La peau tendue sur les os, les uniformes pendant sur des carcasses que la jungle avait silencieusement vidées pendant des semaines. Certains d'entre eux étaient morts assis, les armes prêtes, surveillant un sentier sur lequel aucun ennemi n'avait eu besoin de venir. L'Américain avait entendu dire, encore et encore, que les hommes contre lesquels il se battait étaient les meilleurs soldats de jungle sur Terre. Infatigables, fanatiques, façonnés pour exactement ce type de terrain. Et voilà qu'ils étaient là, les meilleurs soldats de jungle sur Terre, tués par la jungle elle-même. À côté de l'un des corps, à demi enfoui dans la boue et les feuilles pourries, il trouva un petit carnet. La couverture était gonflée d'humidité, les pages collées les unes aux autres, l'encre s'étant par endroits dissoute en nuages gris. Il ne pouvait en lire un seul mot. Il le mit quand même dans son sac, comme le font les soldats, et quelques semaines plus tard, il se retrouva dans un bâtiment bas en briques, à Brisbane, en Australie, où un jeune homme en uniforme américain avec un visage japonais l'ouvrirait, en aplanirait les pages et commencerait à lire. Ce que ce journal intime disait, et ce que des milliers d'autres journaux intimes semblables diraient, allait silencieusement démanteler l'une des hypothèses les plus dangereuses de toute la guerre du Pacifique. Non pas une hypothèse sur le courage japonais. Le courage était bien réel, non pas sur la compétence japonaise. La compétence était réelle, elle aussi. Cela allait démanteler une hypothèse sur quelque chose de bien plus important que l'une ou l'autre. Cela allait révéler que l'Empire qui menait cette guerre avait bâti une stratégie à laquelle ses propres soldats ne pouvaient survivre. Et il l'avait bâtie délibérément. Voici cette histoire. Si l'histoire de la façon dont un empire a conquis la moitié d'un océan pour ensuite mourir de faim à l'intérieur de celui-ci vous importe, prenez un moment pour vous abonner et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide réellement cette chaîne à atteindre les personnes qui se soucient de l'histoire racontée lentement et racontée honnêtement. Pour comprendre ce que ce soldat voyait sur la côte de Guadalcanal, il faut remonter au printemps 1942, à un moment où le Japon gagnait si complètement que ses propres commandants pouvaient à peine suivre sur les cartes. En l'espace d'environ 4 mois, les forces armées japonaises avaient accompli quelque chose que personne au monde ne croyait possible. Elles avaient pris Hong Kong, elles avaient pris les Philippines, elles avaient pris la Malaisie et, avec elles, la grande forteresse de Singapour, où une armée britannique plus de 2 fois supérieure en nombre à la force qui l'attaquait avait déposé les armes. Elles avaient pris les Indes orientales néerlandaises et leur pétrole, le pétrole qui était la raison d'être même de la guerre. Elles avaient balayé la Birmanie jusqu'aux portes de l'Inde. Elles avaient poussé vers le sud et vers l'est à travers une constellation d'îles dont la plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler et qu'ils n'auraient pas pu trouver sur un globe. Au milieu de 1942, le drapeau japonais flottait sur une étendue de la surface terrestre si vaste qu'elle touchait la frontière de l'Alaska au nord et descendait vers l'Australie au sud. Aucun empire dans l'histoire humaine n'avait jamais étendu son emprise aussi loin, aussi vite. Et voici ce qu'il faut comprendre de cette expansion, car c'est le germe de tout ce qui suit. Elle n'était jamais censée être une conquête au sens où Napoléon ou les Romains l'auraient compris. Le Japon ne croyait pas pouvoir vaincre les États-Unis dans une longue guerre. Ses propres amiraux, les plus honnêtes d'entre eux, l'avaient dit tout haut. Ce que le Japon entendait construire, c'était un mur, un périmètre défensif déployé sur des milliers de kilomètres d'océan, un anneau d'îles fortifiées et de points d'appui dans la jungle si profond et si douloureux à briser que les Américains, amollis, à l'aise et peu disposés à saigner, finiraient par décider que le coup de le briser ne valait pas la peine. Le Japon saisirait les ressources dont il avait besoin, le pétrole, le caoutchouc et l'étain du Sud, s'installerait derrière le périmètre et attendrait. L'ennemi se fracasserait contre le mur, se fatiguerait et négocierait. Telle était la stratégie. Conquérir un périmètre, le tenir, rendre insupportable le fait de le briser.
Et la pièce maîtresse de ce périmètre, le terrain sur lequel le mur serait le plus solide, c'était la jungle. Il y avait une horloge enfouie dans ce plan, et les hommes qui l'avaient conçue savaient qu'elle jouait contre eux, ce qui rend ce qui suivit encore plus difficile à pardonner. Les plus lucides des propres commandants du Japon avaient averti, avant qu'un seul coup de feu soit tiré, que l'Empire pourrait courir ventre à terre pendant peut-être 1 an, peut-être 1 an et demi, et qu'après cela, il ne pouvait rien promettre, car au-delà de cet horizon se trouvait le plein poids industriel éveillé des États-Unis, un pays ayant une capacité de construction de navires, d'avions et de production d'acier, de nourriture et de médicaments que la guerre moderne dévore bien supérieure à celle du Japon. Toute la stratégie du périmètre était un pari contre cette horloge. Elle supposait que les Américains abandonneraient avant que leurs usines ne puissent être pleinement mises à contribution, que le prix du mur briserait leur volonté plus vite que le temps ne pourrait construire leurs forces. C'était, en d'autres termes, une stratégie qui nécessitait que l'ennemi se comporte d'une certaine façon, ressente les choses d'une certaine façon, abandonne. Et un plan qui dépend du choix de l'ennemi de se retirer n'est pas vraiment un plan pour gagner la guerre. C'est un espoir revêtu de l'uniforme d'une stratégie. L'armée japonaise avait des raisons de croire que la jungle était son allié. En Malaisie, des fantassins japonais équipés légèrement avaient progressé dans un terrain que les Britanniques déclaraient impassable, avaient contourné des positions fixes et s'étaient retrouvés derrière l'ennemi encore et encore jusqu'à ce qu'une force défensive s'effondre dans la confusion. Les soldats japonais portaient moins, mangeaient moins, se plaignaient moins. Ils étaient entraînés à marcher à travers marécages et forêts, là où les armées occidentales s'attendaient à être clouées aux routes. La doctrine issue de ces victoires était enivrante. La jungle n'était pas un obstacle pour le soldat japonais. La jungle était une arme, et le soldat japonais était le seul homme sur Terre qui savait la manier. Gardez cette idée en tête, car elle est vraie, et c'est précisément parce qu'elle est vraie qu'elle s'avéra si meurtrière. Les idées les plus dangereuses en temps de guerre ne sont pas les fausses. Ce sont celles qui ont été vraies un jour, en un lieu, contre un ennemi, et qu'une armée emporte avec elle dans des endroits où elles ne sont plus vraies du tout. Sous la stratégie du périmètre se trouvait une croyance plus profonde, et pour comprendre pourquoi les soldats japonais se sont retrouvés morts dans leur trou de combat à Guadalcanal, il faut comprendre cette croyance, car elle explique des choses qui autrement n'ont aucun sens. L'armée japonaise ne concevait pas la guerre principalement comme une compétition de matériel, elle la concevait comme une compétition d'esprit. Il y a un mot pour cela, seishin. Cela signifie, grossièrement, force spirituelle, volonté, la force d'un esprit entraîné et discipliné sur la faiblesse du corps et le chaos des circonstances. Et l'armée ne traitait pas le seishin comme une belle idée à placarder sur une affiche de recrutement. Elle le traitait comme une arme décisive, égale ou supérieure à l'acier. La doctrine soutenait qu'un soldat possédant suffisamment d'esprit pouvait surmonter un ennemi qui avait plus de canons, plus d'obus, plus de nourriture, plus de tout, parce que l'ennemi manquait de la volonté d'utiliser ce qu'il avait. Le courage comblerait le fossé que l'industrie avait ouvert. Une charge à la baïonnette menée à terme avec suffisamment de conviction briserait une ligne qu'une évaluation saine de la puissance de feu disait ne pas pouvoir être brisée. Pendant un temps, contre certains ennemis, cela fonctionnait. Et chaque fois que cela fonctionnait, la croyance se renforçait et la volonté de l'armée de la remettre en question s'affaiblissait. Le problème avec une doctrine de l'esprit, c'est qu'elle a une réponse à chaque échec, et la réponse n'est jamais la doctrine. Si une charge échoue, ce n'est pas parce que la doctrine de la charge était erronée, c'est parce que l'esprit était insuffisant. Si une position ne peut pas être tenue, ce n'est pas parce que la position était intenable, c'est parce que les hommes ne voulaient pas la tenir suffisamment fort. Une doctrine qui peut expliquer chaque défaite comme un manque de volonté est une doctrine qui ne peut jamais être corrigée par l'expérience, parce que l'expérience n'est jamais autorisée à témoigner contre elle. Et la partie de la guerre pour laquelle le seishin était le moins équipé, la partie qu'il méprisait ouvertement, était celle qui finirait par tuer plus de soldats japonais que tous les marines et fusiliers américains réunis, la logistique. L'armée japonaise n'avait pas de véritable culture de la logistique. Ce n'est pas une calomnie. C'est quelque chose que les officiers japonais eux-mêmes ont fini par écrire avec une sorte d'horreur après la guerre. Planifier soigneusement la nourriture, les médicaments, le flux terne et interminable de munitions, de riz et de quinine qui maintient une armée en vie, était considéré comme le travail des petits esprits. La gloire était dans l'opération, la manœuvre,
le coup décisif. Les hommes qui comptèrent les sacs de riz étaient en dessous des hommes qui planifièrent la charge. Il n'existait pas de commandement logistique unifié, coordonnant le mouvement des approvisionnements dans tout le théâtre. Les officiers qui soulevaient des préoccupations quant à la possibilité réelle d'alimenter une opération étaient considérés comme des défaitistes, des hommes dont l'esprit était suspect. Ainsi, plan après plan était approuvé en supposant que l'esprit du soldat le porterait à travers les pénuries que les planificateurs n'avaient pas résolues. L'armée ordonnerait aux hommes d'attaquer sur un terrain pour lequel aucune disposition n'avait été prise pour les nourrir, et quand ils mourraient de faim, elle pleurerait leur esprit et ordonnerait la prochaine attaque de la même façon. Il vaut la peine de s'arrêter sur le caractère étrange de tout cela, car de l'extérieur cela peut ressembler à une simple incompétence, et ce n'était pas cela. Les hommes qui planifièrent ces opérations savaient se lire une carte et compter une colonne aussi bien que n'importe quel officier dans n'importe quelle armée. L'aveuglement n'était pas dans leurs calculs, il était dans leurs valeurs. Dans la culture de l'armée, l'officier qui maîtrisait le coup d'audace était un guerrier, et l'officier qui maîtrisait le déplacement du riz, des bandages et des balles était un intendant, un serviteur nécessaire, un homme qui ne commanderait jamais le respect s'accorder au planificateur de l'attaque. La promotion, le prestige, toute l'architecture de l'honneur pointaient vers l'opération et s'éloignaient de sa soutenance. Et quand une institution récompense un type de pensée et méprise silencieusement un autre, elle n'obtient pas un équilibre entre les deux. Elle obtient des opérations brillantes, reposant sur des dispositifs d'approvisionnement que personne d'important n'a jamais voulu assumer. Le résultat, c'était une armée superbement équipée pour commencer une campagne et presque incapable d'en soutenir une. Une armée qui pouvait planifier une magnifique première semaine et s'était culturellement entraînée à ne pas réfléchir sérieusement à la 5e semaine, quand le riz serait épuisé. Les Alliés n'étaient pas nécessairement plus courageux ni plus intelligents. Mais quelque part dans les institutions qui les soutenaient, l'homme qui résolvait le problème ennuyeux de nourrir une armée était considéré comme essentiel plutôt qu'indigne d'attention. Et cette seule différence dans ce qu'une armée choisissait d'honorer s'avéra peser plus lourd, au bout du compte, que toute différence de courage en première ligne. Prenez maintenant cette stratégie, le périmètre et la jungle et le culte de l'esprit et le mépris pour le ravitaillement, et amenez-la sur une petite île paludéenne et montagneuse dans les Salomon, dont presque personne n'avait entendu parler à l'été 1942, Guadalcanal. Les Japonais y étaient venus presque par accident, construisant une piste d'atterrissage pour étendre leur périmètre vers les voies maritimes, entre l'Amérique et l'Australie. Et puis, le 7 août 1942, avant même que la piste ne soit terminée, les marines américains débarquèrent et s'en emparèrent. Ce qui suivit n'était pas le genre de guerre que la stratégie japonaise avait imaginé. Ce n'était pas un coup propre suivi d'un périmètre propre. C'était un cauchemar de 6 mois de combats terrestres acharnés, de batailles navales livrées dans l'obscurité dans les eaux au large de l'île si fréquemment que les marins avaient baptisé le détroit Iron Bottom Sound, le détroit des fonds de fer, d'après les navires reposant sur son fond, et de batailles aériennes au-dessus, le tout tournant autour d'une seule piste d'atterrissage dans une jungle si hostile que les deux camps en vinrent à la redouter plus qu'ils ne redoutaient l'autre. La réponse japonaise à la perte de Guadalcanal dit tout sur la stratégie. Ils ne concentrèrent pas une force écrasante pour la reprendre en un seul coup. Ils y envoyèrent des hommes au compte-gouttes. Un bataillon ici, un régiment là. Chaque force engagée dans la conviction inébranlable que l'esprit compenserait le manque de nombre, et chaque force, arrivant par fragments et affamée, était détruite pièce par un ennemi qui était retranché et, fait crucial, qui était ravitaillé. Le colonel Ichiki débarqua avec une force suffisamment confiante pour qu'il s'attendît, selon les récits, à balayer les marines, et mena une charge frontale contre des positions préparées près de la rivière Tenari, qui laissa la majeure partie de son commandement mort en une seule nuit. Le schéma de ce désastre aurait dû être un avertissement écrit en lettres de feu, car c'était la doctrine dans sa forme la plus pure, une force plus faible, sous-estimant l'ennemi, attaquant de front dans une puissance de feu retranchée, dans la conviction que la volonté de vaincre porterait la baïonnette jusqu'à la ligne. Elle ne le fit pas. Elle porta les hommes jusqu'au barbelé et pas plus loin. Puis de plus grandes formations arrivèrent. La 2e division, la fière division Sendai,
fut lancé contre le périmètre des marines autour de la piste d'atterrissage en octobre et se brisa contre lui, attaquant à travers une jungle si dense que des bataillons entiers perdirent leur chemin et arrivèrent en retard et épuisés pour être fauchés sur les pentes de ce que les Américains appelèrent la crête sanglante, laissant le sol couvert de leurs morts. Vague après vague, l'esprit contre le retranchement et l'artillerie et le ravitaillement, et vague après vague l'esprit ne fut pas suffisant parce que les choses auxquelles on lui demandait de faire face n'étaient pas des faiblesses de volonté. C'étaient des tonnes d'explosifs et des ceintures de munitions de mitrailleuses qui se moquaient éperdument du courage des hommes qui marchèrent dedans. Et chaque attaque ratée laissait les survivants plus profondément dans les collines, plus loin de la côte, plus difficiles à ravitailler, de sorte que l'effort même d'attaquer accélérait la famine qui était le véritable ennemi depuis le début. Mais les batailles, aussi terribles qu'elles fussent, ne sont pas le cœur de ce qui s'est passé à Guadalcanal. Le cœur de tout cela, c'est ce qui se passait dans les collines derrière les combats, dans la jungle que les Japonais avaient cru être leur ami. Car le même océan et le même ciel que les Américains utilisaient pour déverser nourriture et munitions sur l'île, les Japonais ne pouvaient pas les contrôler. Les avions américains décollant de la piste capturée et les navires américains rendaient presque suicidaire le déploiement de grands convois de ravitaillement vers l'île en plein jour. Ainsi les Japonais eurent recours à des destroyers rapides qui se glissaient de nuit, des missions que les Américains surnommèrent le Tokyo Express, et les destroyers pouvaient transporter des hommes bien plus facilement qu'ils ne pouvaient transporter les montagnes de riz dont une armée a besoin. Pensez à l'arithmétique de cela pendant un moment, car c'est toute la guerre en miniature. Un destroyer est un navire de guerre, construit pour être rapide et pour combattre, non pour transporter des marchandises. Chaque mission qu'il effectuait dans le long et dangereux chenal vers Guadalcanal pouvait livrer des troupes en nombre, mais de la nourriture et des munitions au compte-gouttes, et il devait repartir avant que l'aube n'amène les avions américains. Ainsi l'île se remplissait de bouches plus vite qu'elle ne se remplissait de riz. On essaya d'attacher des tambours d'acier étanches ensemble et de les pousser par-dessus bord près de la côte, en espérant que le courant les porterait jusqu'aux hommes qui attendaient sur la plage. Beaucoup des tambours dérivèrent, coulèrent ou échouèrent, là où seul l'ennemi pouvait les atteindre. On utilisa des sous-marins, qui pouvaient se glisser au-delà des patrouilles américaines, mais ne pouvaient transporter qu'une infime fraction de ce qu'une armée mange en un jour. Rien de tout cela n'était suffisant, et les hommes sur l'île savaient faire les calculs aussi bien que n'importe qui. Ils comptaient les tambours qui arrivaient sur le rivage. Ils comptaient les jours que le riz durerait. Et dans leurs journaux intimes, ils commencèrent à compter autre chose. Les hommes étaient sur l'île. La nourriture, de plus en plus, ne l'était pas. Et le soldat de la division Sendai, qui écrivait dans un petit carnet dans les collines au-dessus de la piste d'atterrissage, commença à enregistrer, jour après jour, ce que c'est que d'être le meilleur soldat de jungle sur Terre sur une île que votre propre stratégie ne peut pas nourrir. C'est ce journal intime qui s'est retrouvé à Brisbane. Et il ne lisait pas comme le journal d'un fanatique. Il lisait comme le journal d'un homme. Dans les premières entrées, il est un soldat, enregistrant des marches et des rumeurs et les noms d'amis. Puis la ration est réduite, puis réduite encore. Il note la date à laquelle le riz s'épuise. Il note qu'il mange des racines, puis de l'herbe, puis de l'écorce. Il note les noms des hommes de son unité, et à côté des noms, au fil des jours et des semaines suivants, il note comment chacun d'eux est mort, et presque aucun ne meurt au combat. Il meurt du paludisme qu'il n'y a pas de quinine pour traiter. Il meurt de dysenterie qui vide un homme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il meurt du beriberi, le corps se consumant lui-même par manque des vitamines que quelques sacs de riz non décortiqués auraient fournis. Il mesure la force des hommes survivants par une arithmétique sinistre que les soldats japonais utilisaient réellement et consignaient. Un homme qui peut encore se tenir debout a tant de jours à vivre. Un homme qui peut s'asseoir mais pas se tenir debout, moins. Un homme qui ne peut plus se retourner dans ses couvertures est déjà, dans la comptabilité des affamés, mort. Il écrit tout cela de la main soignée et petite d'un homme instruit. Et quelque part dans l'écriture, l'esprit que la doctrine avait promis le portrait à travers reconnaît silencieusement qu'il ne peut pas porter un homme au-delà d'un estomac vide. Les soldats japonais donnèrent à Guadalcanal un nom. Ils ne l'appelèrent pas par le nom figurant sur les cartes. Ils prirent le premier son de Guadalcanal dans leur propre langue et l'écrivirent avec un caractère différent, le caractère de la famine, et ils appelèrent l'endroit l'île de la famine. Ils savaient. Les hommes qui y mouraient,
savait exactement ce qui les tuait, et ce n'était pas le corps des Marines des États-Unis. Au moment où le haut commandement japonais accepta finalement que l'île ne pouvait pas être tenue et organisa une audacieuse évacuation nocturne en février 1943, faisant sortir les survivants par destroyer, les hommes qu'ils récupérèrent étaient des squelettes. Sur environ 30 000 soldats que le Japon engagea à Guadalcanal, la grande majorité ne l'a jamais quitté, et parmi ceux qui moururent, bien plus furent tués par la faim et la maladie que par toute arme américaine. La stratégie du périmètre avait subi son premier véritable test, et le résultat n'était pas un mur que les Américains ne pouvaient pas briser. Le résultat était une île pleine des propres morts du Japon, tués par le fossé entre ce que la stratégie exigeait et ce que la stratégie pouvait offrir. Et voici la cruauté enfouie en son sein, la chose que le journal intime vous fait ressentir d'une façon qu'aucun tableau de perte ne peut. Les hommes n'échouaient pas. Selon toutes les normes que l'armée leur avait enseignées, ils réussissaient, ils tenaient leur position. Ils ne reculaient pas, ils obéissaient. Ils convoquaient exactement l'esprit que la doctrine exigeait, et l'esprit était magnifique, et cela ne changeait rien, parce que l'ennemi qui les tuait n'était pas de l'autre côté de la ligne. Il était à l'intérieur de leur propre système d'approvisionnement, ou plutôt à l'intérieur de son absence. On peut être l'homme le plus courageux de l'île, et quand même mourir du beriberi dans son trou de combat avec son fusil propre et son esprit intact. Voilà ce que le soldat américain trouva au Cap Espérance. Non pas des lâches, non pas des faibles. Les meilleurs soldats de jungle sur Terre, tués par une stratégie qui les avait envoyés dans un endroit qu'elles ne pouvaient pas nourrir et qui avait appelé cet envoi un plan. Je veux maintenant vous emmener dans ce bâtiment de briques à Brisbane, car ce qui s'y passe est le centre tranquille de toute cette histoire, et c'est le moment où elle ressemble le plus à une scène différente d'une guerre différente, où des ingénieurs d'un autre pays avaient ouvert une machine capturée et découvert, à l'intérieur, le secret de la raison pour laquelle ils perdaient. Le bâtiment abritait quelque chose qu'on appelait la section alliée des traducteurs et des interprètes, et son travail fut l'une des victoires les plus décisives et les moins célèbres de la guerre du Pacifique. Ces traducteurs, dont beaucoup étaient des Américains d'origine japonaise dont la loyauté envers leur propre pays avait été récompensée par la méfiance et l'internement, se frayèrent un chemin à travers un flot de documents capturés, ordres, livres de code, lettres et surtout journaux intimes. Car voici quelque chose que l'armée japonaise faisait et qui offrit à ses ennemis un avantage extraordinaire. C'était censé être interdit, mais les soldats japonais tenaient des journaux intimes, constamment, magnifiquement. Une culture qui valorisait la réflexion et l'enregistrement des jours qui passaient avait envoyé ces hommes à la guerre avec l'habitude de noter ce qu'ils voyaient, et ainsi, quand ces hommes tombaient, leur sac contenait non seulement des cartes et des ordres, mais un récit continu, intime, jour après jour de la vie intérieure de l'armée japonaise, écrit par les hommes qui la vivaient. Les traducteurs lurent tout cela, et lentement, document par document, la vérité s'assembla sur leur bureau. Il y a une ironie amère au cœur de tout ceci qui ne devrait pas être passée sous silence. Les hommes qui faisaient la lecture étaient, en grand nombre, des Américains d'origine japonaise, des citoyens de deuxième génération des États-Unis, dont la loyauté avait été remise en question si profondément par leur propre gouvernement qu'il avait enfermé leur famille derrière des barbelés dans des camps au milieu des déserts de l'Ouest américain. Et c'étaient précisément ces hommes, parlant couramment une langue et une culture que le reste de l'armée ne pouvait pas lire, qui déverrouillèrent l'esprit intérieur de l'armée japonaise et remirent aux Alliés l'une de leurs armes les plus aiguisées. Ils pouvaient lire un journal intime capturé et vous dire à quelle division il appartenait, où elle avait été, où elle allait, combien d'hommes il lui restait, et à quel point ces hommes étaient proches de la limite de leur endurance. À partir du seul carnet d'un soldat, ils pouvaient souvent reconstruire l'ordre de bataille de toute une formation, parce que le soldat japonais, écrivant pour lui-même dans l'obscurité, enregistrait les choses que les documents officiels tentaient de dissimuler. La première chose que les journaux révélèrent était tactique, mouvement de troupes, identité d'unité, morale, intention. Mais la chose plus profonde qu'ils révélèrent était stratégique, et c'était la même chose que les morts au Cap Espérance avaient pris de sans parole. Le soldat japonais n'était pas, malgré la propagande des deux côtés, un fanatique sans peur ni une machine sans doute. C'était un être humain, souvent réfléchi et doux, piégé dans une stratégie qui ne valorisait pas sa survie. Les journaux intimes étaient remplis de faim, remplis de maladies, remplis d'hommes qui aimaient
leurs familles et leurs enfants leur manquaient, et qui écrivaient des choses tendres et ordinaires, et qui mouraient de faim non pas parce qu'ils avaient été défaits au combat, mais parce que l'armée qui les commandait avait construit une façon de faire la guerre sans réfléchir sérieusement à la manière de les maintenir en vie. Les Alliés apprirent à lire la situation d'approvisionnement d'une garnison japonaise entière à travers les journaux intimes de ses soldats. Ils apprirent qu'un point fort n'avait pas besoin d'être assailli du tout. Il pouvait être coupé et laissé à se faire à lui-même ce que Guadalcanal avait fait. Les journaux intimes leur disaient, de la main même des soldats, « C'est le moment qui reflète les ingénieurs et le char capturé, et il vaut la peine de s'arrêter sur la symétrie. » Dans un autre théâtre, des ingénieurs allemands avaient aussi ouvert une machine américaine et trouvé, non pas une meilleure arme, mais la preuve d'un meilleur système, et cette découverte ressemblait à une confession sur eux-mêmes. À Brisbane, des traducteurs alliés avaient ouvert les journaux intimes de soldats japonais et trouvé, non pas un ennemi plus terrifiant, mais la preuve d'une stratégie qui tuait ses propres hommes, et cette découverte ressemblait à un verdict. Les deux découvertes pointaient vers la même vérité depuis des directions opposées. La guerre n'allait pas être décidée par le courage du soldat ou la qualité du fusil. Elle allait être décidée par le système derrière l'homme, et les journaux intimes prouvaient que le système du Japon, le périmètre tenu par l'esprit, la jungle maniée comme une arme, dévorait les hommes même qu'il était censé protéger. Permettez-moi donc de répondre à la question que ces découvertes soulèvent, car c'est la question qui décide de toute la guerre du Pacifique. Et la réponse n'est pas celle que les légendes vous donnent. Si le soldat japonais était le meilleur combattant de jungle sur Terre, et il l'était, alors pourquoi les Alliés, qui n'étaient pas nés pour la jungle, qui venaient de villes et de fermes dans des pays sans aucune jungle, ont-ils fini par gagner la guerre de la jungle? La réponse n'est pas que les Alliés devinrent de meilleurs combattants de jungle. En termes de compétences individuelles brutes pour se déplacer et combattre dans la forêt, le soldat japonais était, homme pour homme, redoutable jusqu'à la fin. La réponse est que les Alliés n'essayèrent pas de battre la jungle. Ils essayèrent de battre ce que la jungle fait à une armée, et ils construisirent un système pour le faire. Et ce système, sans glamour et invisible et absolument décisif, est la vraie raison pour laquelle les trous de combat au Cap Espérance étaient remplis de morts japonais et non américains. Prenons le paludisme. La jungle du Pacifique Sud-Ouest était, pour une armée, moins un champ de bataille qu'une énorme machine pour transmettre des maladies, et le seul paludisme mis hors de combat des hommes par dizaines de milliers des deux côtés. Au début de la campagne, le paludisme abattit les unités alliées aussi sauvagement qu'il abattit les unités japonaises. La différence réside dans ce que chaque camp fit à ce sujet. Les Alliés traitèrent le paludisme comme un problème stratégique à résoudre, avec tout le poids d'une société industrielle. Ils déversèrent un médicament de synthèse appelé atabrine et bâtirent la discipline pour que les hommes le prennent, parfois imposé par un officier se tenant à la cantine, regardant chaque soldat avaler le comprimé jaune amer. Ils pulvérisèrent des insecticides, drainèrent les zones de reproduction, envoyèrent des malariologistes sur le terrain et traitèrent le moustique comme une cible digne d'une campagne propre. Le soldat japonais, de plus en plus coupé du monde, n'avait pas d'atabrine. Il avait une doctrine qui lui disait d'endurer. L'endurance ne guérit pas le paludisme. Le médicament le fait. Et le médicament était le produit d'un système, de laboratoire et d'usines et de lignes d'approvisionnement, et de la décision institutionnelle de traiter le problème ennuyeux des hommes malades aussi sérieusement que le problème glorieux de la prochaine attaque. Considérons la nourriture, la chose à propos de laquelle les journaux intimes criaient sur chaque page. Le soldat allié dans la jungle était souvent misérable, souvent affamé selon ses propres normes, mangeant souvent des rations monotones qu'il méprisait. Mais il mangeait parce que derrière lui se trouvait une organisation logistique qui considérait nourrir le front comme la tâche centrale de la guerre et non une formalité administrative. Quand une position ne pouvait pas être atteinte par voie terrestre, les Alliés larguaient des provisions par avion, biscuits et balles, et plasma sanguin flottant sur des parachutes vers des hommes qui autrement seraient morts de faim. Quand une position était difficile à atteindre, le système trouvait un moyen, parce que le système avait été construit par des gens qui croyaient, dans leur tripes, qu'une armée qui ne peut pas être ravitaillée ne devrait pas être envoyée, et que si elle doit être envoyée, son ravitaillement est le premier problème à résoudre, et non le dernier. La stratégie japonaise avait complètement inversé cela. Elle envoyait l'armée en premier, sur la force de l'esprit du soldat,
et traitaient le ravitaillement comme un problème que l'esprit résoudrait d'une façon ou d'une autre. Les journaux intimes sont le récit de ce qui se passe quand il ne le fait pas, et considérons les blessés et les malades, car c'est là où la différence devient presque insupportable à envisager. Un soldat allié qui tombait malade ou était blessé dans la jungle entrait dans une chaîne d'évacuation qui, dans les dernières années de la guerre, pouvait le déplacer d'un poste de secours, avancer vers un hôpital arrière avec une rapidité qui aurait semblé de la sorcellerie à toute armée antérieure. Il y avait des avions pour le transporter, il y avait du plasma sanguin pour le maintenir en vie pendant le trajet. Des infirmières et des chirurgiens et des antibiotiques l'attendaient. Un homme qui serait simplement mort dans toute guerre précédente et qui serait certainement mort dans le système japonais, avait une réelle chance de vivre et de se battre à nouveau. Le soldat japonais qui tombait malade dans la jungle, coupé d'une ligne d'approvisionnement qui avait failli, faisait face à une réalité différente. Il n'y avait souvent pas d'évacuation, pas de médicaments, pas de chirurgien avec les moyens de le sauver. Il y avait la doctrine de l'endurance, et il y avait la lente arithmétique que le diariste notait, les jours restants à un homme qui ne pouvait plus se tenir debout. Les Alliés construisirent un système pour maintenir leurs hommes en vie. L'armée japonaise construisit une doctrine pour donner un sens à leur mort. Ce ne sont pas le même projet, et la guerre fut la mesure de la différence. On peut voir l'écart dans une seule image si l'on tient deux hommes côte à côte dans son esprit. Imaginez un soldat américain terrassé par la fièvre dans une position avancée en Nouvelle-Guinée, tremblant de paludisme, inutile comme combattant. Dans le système qui se tenait derrière lui, il est un problème à résoudre. On le ramène en arrière le long d'une chaîne de postes de secours, peut-être transporté par un avion léger depuis une piste taillée dans la jungle, traité, médicamenté, reposé, et en l'espace de quelques semaines renvoyé en ligne comme soldat à nouveau, sa fièvre n'étant plus qu'un souvenir. Imaginez maintenant un soldat japonais souffrant de la même fièvre, sur une île contournée ou au bout d'une ligne d'approvisionnement brisée, et demandez-vous ce qui se tient derrière lui. Il n'y a pas d'avion qui arrive, il n'y a pas de piste, pas de plasma, pas de chirurgien avec les moyens d'aider. Il y a la doctrine de l'endurance et il y a la jungle. La fièvre du soldat américain est une interruption. La fièvre du soldat japonais est, de plus en plus souvent, une sentence. La même maladie, la même jungle, le même corps humain. La différence n'est pas le courage. La différence est les milliers de décisions invisibles, prises des années auparavant dans des bureaux loin des combats, sur la question de savoir si un soldat malade valait la peine d'être sauvé. Regardez maintenant le schéma se répéter, car la tragédie de la stratégie japonaise n'est pas qu'elle ait échoué une fois sur une île, c'est que l'échec était structurel, ancré dans la façon dont l'Empire pensait à la guerre, et ainsi il se répéta, d'endroit en endroit, avec une terrible constance. Traverser l'eau des Salomon jusqu'au grand mur vert de la Nouvelle-Guinée, jusqu'à un sentier pédestre à travers une chaîne de montagnes que le monde se rappelle par le nom d'un seul village le long de lui, Kokoda. À l'été et à l'automne 1942, une force japonaise entreprit de faire quelque chose qui, sur une carte, semblait audacieux et brillant. Elle traverserait la chaîne Owen Stanley, une colonne vertébrale de montagnes couvertes de jungles, s'élevant à des milliers de mètres à travers certains des terrains les plus hostiles de la planète, et descendrait sur Port Moresby par derrière. La manœuvre était tout ce que la doctrine aimait, audacieuse, indirecte. Un coup porté là où l'ennemi ne l'attendait pas, porté par l'esprit et l'habileté du soldat de la jungle. Et pendant un temps, cela fonctionna, de la façon dont ces choses fonctionnaient toujours au début. Les Japonais repoussèrent les Australiens défenseurs le long de l'étroit sentier, combattant dans un terrain qui défiait toutes les hypothèses occidentales sur ce que les soldats pouvaient endurer. Mais la même arithmétique qui avait tué les hommes à Guadalcanal attendait sur la piste de Kokoda, et elle était, si possible, encore plus cruelle. Chaque homme qui avait escaladé cette chaîne devait être nourri en la traversant, et il n'existait aucun système pour le faire. La ligne d'approvisionnement s'étendait en arrière, au-delà des montagnes, jusqu'à ce qu'elle se rompe sous sa propre longueur. Les hommes qui avaient progressé si brillamment se retrouvèrent à l'extrémité d'un fil avec rien à l'autre bout. Ils avaient dépensé leur corps et leurs rations pour atteindre un point d'où la stratégie ne pouvait ni les nourrir ni les renforcer. Et quand les Australiens, ravitaillés sur leur propre ligne plus courte et mieux organisée, contre-attaquèrent, l'avance japonaise ne s'arrêta pas seulement. Elle s'inversa en l'une des retraites les plus terribles de la guerre, une errance affamée en retour au-delà des montagnes, au cours de laquelle les hommes mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, au cours de laquelle la discipline s'effilocha en horreur que les survivants
pouvait à peine se résoudre à consigner, au cours de laquelle la jungle, qui était censée être l'arme du Japon, absorba simplement son armée comme elle l'avait fait à Guadalcanal. La même machine, le même résultat. Manœuvre brillante, pas de ravitaillement, famine, effondrement. Si Guadalcanal fut le premier échec de la stratégie et Kokoda son écho, alors l'endroit où toute la logique finit par se consumer elle-même, la distillation la plus pure de tout ce qui était faux dans la façon dont le Japon pensait à la guerre, se trouvait bien à l'ouest, à la frontière entre la Birmanie et l'Inde, au printemps et à l'été 1944. L'opération s'appelait Hugo, et son but était de pénétrer en Inde et de briser les forces britanniques qui s'y rassemblaient. Son architecte la construisit sur une fondation qui, une fois comprise, est presque difficile à croire. Il savait que son ravitaillement ne pourrait pas soutenir l'offensive. Il savait que les hommes ne pouvaient pas transporter assez de nourriture pour traverser les montagnes et se battre dans un combat soutenu de l'autre côté. Et sa solution à ce problème n'était pas d'annuler l'opération. C'était de prévoir de capturer les approvisionnements de l'ennemi dans un certain nombre de semaines et de compter, au-delà, sur l'esprit du soldat pour compenser le reste. Le plan, en substance, consistait à gagner suffisamment rapidement pour que l'armée n'ait pas le temps de mourir de faim. Là où il aurait dû y avoir une solution logistique, il y avait un délai et une foi en l'esprit. La doctrine avait atteint sa forme finale. Le problème d'approvisionnement n'avait pas été résolu. Il avait été déclaré par la force de la volonté inexistant. Les hommes marchèrent dans les montagnes autour d'Imphal et de Kohima, et ils se battirent avec un courage que même leurs ennemis consignèrent avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. Pour saisir à quel point le problème d'approvisionnement avait été souhaité à l'écart plutôt que résolu, considérez comment l'armée entendait transporter le peu qu'elle emportait. Faute de camions et de routes dans les montagnes, les planificateurs firent avancer des troupeaux de bétail et d'autres animaux avec les colonnes, l'idée étant que les bêtes transporteraient les charges, puis, à mesure que la nourriture s'épuiserait, seraient abattues et mangées à leur tour. C'était la logistique d'une armée médiévale habillée en offensive moderne, et elle se brisa contre le terrain presque immédiatement. Les animaux mouraient, erraient, se noyaient au gué des rivières, ou se révélaient incapables de gravir là où les hommes pouvaient à peine grimper eux-mêmes. Les approvisionnements britanniques capturés sur lesquels tout le calendrier dépendait ne tombèrent jamais aux mains des Japonais en rien qui approchât de la quantité que le rêve exigeait, parce que les forces britanniques et indiennes, plutôt que de se briser, s'accrochèrent et tinrent. À Kohima, les deux camps se battirent sur la largeur du court de tennis d'un commissaire de district, s'échangeant des grenades de part et d'autre d'un espace que l'on pouvait traverser en quelques secondes. L'esprit était là, il était toujours là. Mais les défenseurs tinrent, ravitaillés de plus en plus par voie aérienne par des avions de transport que les Japonais ne pouvaient pas arrêter, anneau après anneau de parachutes dérivant vers des hommes que les Japonais avaient espéré affamer jusqu'à la reddition, tandis que le délai japonais venait et passait, et que l'armée qui s'était avancée sur un calendrier commençait à manquer de la seule chose qu'aucun calendrier ne pouvait faire naître. Et puis la mousson éclata. Les pluies transformèrent les pistes de montagne en rivières de boue, les ruisseaux en torrents, tout le paysage en une vaste machine à engendrer la maladie et à dissoudre une armée. Et les hommes qui s'étaient avancés sur la force d'un délai commencèrent, exactement comme leurs compatriotes l'avaient fait à Guadalcanal et à Kokoda, à mourir de faim. La retraite d'Imphal devint la plus grande défaite que l'armée japonaise eût subie sur terre dans son histoire moderne, et les hommes qui en survécurent donnèrent au chemin un nom aussi sombre que l'île de la famine. Ils l'appelèrent la route des os, parce que c'est ce qu'il devint, bordé des corps d'hommes qui étaient tombés et ne pouvaient pas être portés, qui avaient été affamés ou étaient tombés malades ou s'étaient simplement allongés dans la boue et avaient cessé. Des dizaines de milliers moururent, et une fois de plus, le tueur n'était pas principalement les balles de l'ennemi. C'était le fossé, le même fossé, entre ce que la stratégie exigeait et ce que la stratégie pouvait délivrer, recouvert d'une foi en l'esprit que les morts le long de la route avaient été pensés et épuisés et dont ils avaient finalement été détruits. Un officier qui avait remis en question le plan avait été mis en minorité par la doctrine. Les hommes payèrent la doctrine de leur vie, et l'Empire apprit enfin ce qu'il avait refusé d'apprendre au Cap Espérance 2 ans auparavant. L'esprit n'est pas une ligne d'approvisionnement. Le courage n'est pas une calorie. Un délai n'est pas un repas. Pendant ce temps, bien à l'est, les Alliés avaient découvert quelque chose sur la stratégie du périmètre qui retournait son postulat central et le renvoyait contre les hommes qui l'avaient reconstruite.
Tout le plan japonais reposait sur le fait de forcer les Américains à payer un prix terrible pour chaque île, à se fracasser contre point fort après point fort jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Mais les Américains, regardant la carte avec l'arithmétique froide d'un système qui comprenait la logistique dans ses tripes, posèrent une question que la doctrine n'avait jamais anticipée. Et s'ils n'attaquaient tout simplement pas les points forts? Et si, au lieu de briser le mur brique par brique, ils passaient au-delà des briques les plus solides, saisissaient le terrain plus faible au-delà d'eux, coupaient les points forts de la mer et du ciel qui les ravitaillaient et les laissaient là? On appela cela le saut d'île, ou plus honnêtement, le contournement. Laisser la puissante garnison assise dans sa forteresse, isolée, sans ravitaillement, sans pertinence. Laissez-la, selon la formule que les Américains utilisaient, se dessécher sur la vigne. Et cela fonctionna, précisément à cause de tout ce que les journaux intimes leur avaient appris. Une garnison japonaise isolée n'était pas un mur, c'était un Guadalcanal en attente, un corps d'hommes que leur propre stratégie ne pouvait plus nourrir une fois que les voies maritimes étaient coupées. La grande forteresse de Rabaul, dans laquelle le Japon avait versé une énorme armée et d'immenses efforts, fut simplement encerclée et neutralisée, laissée à attendre la fin de la guerre, pendant que la guerre passait devant elle. À travers le Pacifique, des garnisons qui avaient été positionnées pour faire saigner les Américains à blanc se retrouvèrent contournées, coupées et mourant lentement de faim sur des îles que les Américains n'avaient pas jugé utile d'envahir. Les hommes sur ces îles se mirent à cultiver leur propre nourriture, à chasser, à chercher de la nourriture, à pêcher, à se battre contre la jungle pour leur survie plutôt que de se battre contre l'ennemi qui avait simplement décliné de venir. Des dizaines de milliers de soldats japonais passèrent le reste de la guerre sur des îles contournées, ne tirant jamais un seul coup de feu sur les Américains, mourant à la place de la même faim et des mêmes maladies qui avaient rempli les trous de combat au Cap Espérance. Sur certaines de ces îles, des hommes entretenaient des jardins soigneux et des calendriers de pêche, se battaient contre les rats et la pourriture pour chaque bouchée, organisaient leur lente famine avec la même discipline qu'ils avaient autrefois apportée à la bataille, et mouraient, quand même par milliers, soldats jusqu'à la fin d'un empire qui avait oublié leur existence. Le périmètre, le grand mur défensif construit pour rendre son brisage insupportable, fut vaincu non pas en étant brisé, mais en étant ignoré, et les hommes à l'intérieur furent détruits par la logique même qui les y avait placés. Ainsi, quand la guerre prit fin et que les comptes furent établis, un fait émergea des archives qui devrait être gravé quelque part comme l'épitaphe de la stratégie pacifique du Japon. Les historiens qui ont étudié les morts militaires japonais ont conclu qu'une majorité d'entre eux, selon certaines estimations prudentes, bien plus de la moitié des plus de 2 millions qui moururent, furent tués non pas au combat mais par la famine et les maladies qui la suivent. Laissez cela vous pénétrer un moment. L'armée qui avait bâti toute sa façon de faire la guerre sur la suprématie de l'esprit combattant, qui tenait le travail terne du ravitaillement dans un mépris ouvert, qui avait envoyé ses hommes dans des jungles avec la foi que leur volonté les nourrirait, perdit la plupart de ses morts non pas au courage de l'ennemi ni au canon de l'ennemi, mais à la faim. La chose que la doctrine refusait de prendre au sérieux se révéla être la chose qui la tua. Les hommes ne manquaient pas d'esprit. Ils avaient de l'esprit jusqu'au bout. Il leur manquait du riz et de la quinine et une stratégie qui pensait que leur survie valait la peine d'être planifiée. Je veux être prudent ici, car il serait facile de transformer cela en une histoire simple de généraux stupides et d'un plan condamné, et la vérité est plus triste et plus humaine que cela. Les hommes qui ont construit la stratégie du Japon n'étaient pas des idiots. C'étaient des officiers intelligents, dévoués, souvent personnellement courageux, qui avaient été façonnés par une culture militaire qui leur avait appris, à travers de vraies victoires, que l'esprit pouvait surmonter le matériel et que la jungle était une amie pour les audacieux. Ils étaient piégés dans une façon de penser qui avait fonctionné suffisamment bien, suffisamment souvent, pour devenir indiscutable, et qui pouvait expliquer chaque échec comme un manque de volonté plutôt qu'un défaut de la doctrine elle-même. C'est le type de croyance le plus dangereux qui soit, celui qui a été vrai suffisamment de fois pour ressembler à une loi de la nature et qu'une armée porte en avant, fidèlement, dans les endroits où il a cessé silencieusement d'être vrai. La tragédie des hommes dans ces trous de combat n'est pas qu'ils aient servi des idiots, c'est qu'ils ont servi, avec une dévotion totale, une idée qui avait survécu à sa vérité et que l'idée les a dépensés magnifiquement et inutilement contre un ennemi qui avait compris quelque chose que l'idée ne leur permettait pas de voir. Et ce que l'ennemi avait compris n'était pas une arme secrète ou un coup de génie.
C'était quelque chose d'ordinaire au point d'être presque embarrassant. Ce même truc ordinaire qui gagne la plupart des guerres et dont aucune légende ne se souvient. Les Alliés ne bâtirent pas le soldat de la jungle en devenant de meilleurs soldats de la jungle. Ils bâtirent la jungle elle-même en la traitant comme un problème à traverser en étant ravitaillés, soignés, nourris, et ils construisirent le système industriel sans glamour et patient pour le faire. Ils prirent le comprimé qui maintenait le paludisme à distance. Ils larguèrent le biscuit du ciel. Ils firent exsortir le blessé par voie aérienne et entrer le plasma sanguin. Ils lurent tous les journaux intimes et apprirent sans qu'ils n'avaient pas besoin d'assaillir le mur, seulement de couper son ravitaillement et d'attendre. Rien de tout cela n'était héroïque, à la façon dont une charge à la baïonnette est héroïque. Tout cela fut décisif. La stratégie japonaise demandait aux soldats d'être surhumains, et ils l'étaient, et ce n'était pas suffisant. La stratégie alliée demandait au système de maintenir l'homme ordinaire en vie, et il le fit, et c'était tout. Le journal intime qui débuta cette histoire s'acheva, comme ces journaux le faisaient si souvent, au milieu d'une phrase. Un jour, où la main qui avait enregistré les noms et les rations et la lente arithmétique des mourants ne put plus écrire. Nous ne connaissons pas le nom du soldat. Nous savons seulement que, selon toutes les normes que son armée lui avait enseignées, il était un succès. Il tint sa position. Il ne s'enfuit pas. Il convoqua l'esprit que la doctrine exigeait, jusqu'au moment où la jungle que sa stratégie avait promis serait son arme, finit silencieusement de le vider. Il était le meilleur soldat de jungle sur Terre, et il mourut dans un trou de combat sur l'île de la Famine, surveillant un sentier sur lequel aucun ennemi n'avait eu besoin de venir, tué par un plan qui avait été rédigé dans un quartier général, loin de là par des hommes qui avaient décidé que sa survie était un problème que son courage résoudrait. Ce n'était pas un problème que son courage pouvait résoudre. Le courage de personne ne le peut. Tel est le verdict que la guerre du Pacifique a gravé dans le verre obscur de ces îles, et c'est le verdict que les journaux intimes ont porté hors de la jungle et déposé sur un bureau à Brisbane, de la main même d'un soldat, qu'un empire peut conquérir la moitié d'un océan sur la force de l'esprit humain et quand même mourir de faim à l'intérieur du périmètre qu'il a construit, s'il ne s'arrête jamais un seul instant pour se demander comment les hommes qui tiennent le mur vont être nourris. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'à la fin. Ce ne sont pas des histoires de faciles quilles à traverser, et le fait que vous l'ayez fait compte beaucoup pour moi. Si cette vidéo vous a touché, ou vous a montré quelque chose sur la guerre du Pacifique que vous n'aviez pas compris auparavant, un « j'aime » aide réellement, car il dit à l'algorithme que l'histoire soigneuse et honnête vaut la peine d'être montrée à d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je serais honoré de vous accueillir parmi nous, où nous racontons les histoires de cette guerre lentement, et aussi vraiment que je le sais. Avant de partir, je voudrais vous poser une question, et je lis chaque réponse. Sachant ce que vous savez maintenant des hommes dans ces trous de combat, pensez-vous que le courage puisse jamais compenser une stratégie qui ne parvient pas à nourrir les hommes qui la portent? Ou y a-t-il un point auquel l'esprit, aussi grand soit-il, s'épuise simplement face à une ligne d'approvisionnement vide?